Dans un retournement de situation époustouflant, un policier audacieux force Jason Statham à sortir de sa voiture, l'humiliant publiquement devant une foule stupéfaite, et ce qui s'ensuivit défiait toutes les attentes, laissant tout le monde complètement sans voix et en redemandant. Par la fenêtre de la cuisine, Jason Statham regardait les averses d'octobre transformer son jardin en un lac peu profond. 3 mois de sécheresse avaient durci le sol, le rendant réticent à cette averse soudaine. L'eau s'accumulait autour des plants de tomates flétries qu'il avait négligés tout l'été, leurs cages penchées comme des sentinelles ivres. Derrière lui, le répondeur clignotait de manière insistante. 4 messages, tous de sa sœur. Jason se détourna et pressa ses paumes contre le comptoir en granit frais. À 42 ans, Jason avait perfectionné l'art de l'immobilité. Il enseignait la littérature au lycée avec une précision méthodique, vivait seul dans la maison coloniale que ses parents lui avaient laissée et maintenait une distance soigneusement calculée de tout ce qui menaçait de perturber son équilibre, construit avec soin. Ses collègues le décrivaient comme réservé. Ses quelques amis l'appelaient privé. Sa sœur, Anna, utilisait des termes moins flatteurs. Si cette histoire t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de mettre un like. Dis-nous de quelle ville tu nous regardes. On continue. Le téléphone sonna de nouveau. Les épaules de Jason se tendirent, alors qu'il la laissait aller à la messagerie, la voix d'Anna emplissant la cuisine silencieuse. « Jason, c'est encore moi. Le médecin de papa a appelé. Ils le transfèrent en soins palliatifs. J'ai besoin que tu me rappelles, s'il te plaît. » Un coup de tonnerre ponctua la supplique de sa sœur. Jason se tourna vers la bouteille de merlot qu'il avait ouverte la veille, versant ce qui en restait dans un verre à eau. Dehors, la pluie s'intensifiait, tambourinant sur le toit comme des doigts impatients. La vérité sur Thomas Statham était un livre que Jason avait refermé il y a 20 ans, le plaçant dans le coin le plus sombre de son esprit. Maintenant, avec sa mort imminente, ce livre était sorti, la poussière volant tandis que des souvenirs longtemps enfouis refaisaient surface. Son père, brillant, charismatique et froid, avait toujours préféré Anna, la fille qui reflétait sa nature extravertie. Jason, introspectif comme sa mère, avait appris très tôt à ne pas trop espérer. La sonnette retentit, le surprenant. À travers la vitre embuée par la pluie, il distingua une silhouette grande sur son porche. À contre-cœur, il ouvrit la porte. « Monsieur Statham ?» L'homme devant lui était trempé, l'eau ruisselant de ses cheveux sombres sur son visage, marqué par les rides. Il tenait une boîte en carton détrempée. « Je suis le capitaine Harris. J'habite dans la maison bleue sur Maple. Ce colis m'a été livré par erreur. » Jason le reconnut vaguement. Un veuf qui avait déménagé à Lake Ridge il y a 3 ans. Les gens le désignaient encore comme « le nouveau » dans leur petite ville du Connecticut. « Merci », dit-il en acceptant le paquet. Leurs doigts se frôlèrent, et il remarqua une tache sombre sur sa manche. « Vous saignez. » Le capitaine Harris jeta un coup d'œil à son bras. « Je réparais la gouttière quand votre colis est arrivé. Il a dû être accroché sur un clou. »« Entrez, » dit-il, se surprenant lui-même. Du moins jusqu'à ce que la pluie se calme. À l'intérieur, Jason se retrouva à prodiguer les premiers soins à un quasi-inconnu dans sa cuisine. Le capitaine Harris, apprit-il, avait 51 ans, enseignait le design architectural au collège communautaire et avait déménagé à Lake Ridge après le décès de sa femme d'un cancer de l'ovaire. Son attitude calme rendait la conversation étonnamment facile. « Vous êtes le fils de Thomas Statham », déclara-t-il, alors que Jason enveloppait son avant-bras de gaz. Les mains de Jason se figèrent. « Comment savez-vous » ? Petite ville. Il sourit avec une pointe de malice. Et je siège au conseil d'administration de l'hôpital. Le travail de votre père pour établir l'aile des enfants remonte à avant mon temps, mais son portrait trône encore dans le hall principal. Le philanthrope, le pilier de la communauté. La version de Thomas Statham que le monde connaissait. « Oui, dit-il simplement, sécurisant le bandage, je suis son fils. » Le capitaine Harris scruta son visage. « J'ai entendu dire qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. » Quelque chose dans le ton doux de l'homme fit vaciller la contenance de Jason. « C'est ce qu'ils disent. Et vous ne lui avez pas rendu visite. » Ce n'était pas une question. Jason se détourna, se concentrant sur la trousse de premiers soins. « Ma sœur s'occupe de ce genre de choses. »
juste une syllabe, mais qui ne portait aucun jugement. La pluie avait cessé, le soleil perçant les nuages et projetant des motifs prismatiques sur le sol de la cuisine. Le capitaine Harris le remercia et partit, mais sa présence persistait comme l'odeur de terre mouillée après l'orage. Cette nuit-là, Jason rêva d'eau, montante, insistante, inondant les recoins de son cœur. Le Lake Ridge Community College était un ensemble de bâtiments en béton brutaliste adoucis par des décennies de lierre. Le bureau du capitaine Harris reflétait ce contraste, un mobilier moderne épuré mis en valeur par des murs couverts de croquis architecturaux faits à la main et de photographies fanées. Lorsque Jason frappa à la porte ouverte l'après-midi, suivant, il leva les yeux de son bureau, surpris. « Monsieur Statham. »« Jason, » corrigea-t-il en entrant, « je voulais m'assurer que votre bras guérissait bien. » C'était un prétexte fragile, ils le savaient tous les deux. Le capitaine Harris sourit en remontant sa manche pour montrer un bandage soigné. « Comme neuf, grâce à vos talents d'infirmier. J'ai recousu suffisamment de genoux écorchés au cours de ma carrière d'enseignant. » Il hésita, puis ajouta « Et je voulais m'excuser pour hier, la fin abrupte de notre conversation. » Karakens, pas besoin de s'excuser. Il fit un geste vers une chaise. « Voulez-vous du thé? Ce n'est rien de sophistiqué, juste du thé vert en sachet. » Il s'assit, soudain incertain des raisons de sa venue. « Oui, merci. » Pendant que le capitaine Harris préparait le thé, Jason remarqua une photographie sur son étagère. Un Harris plus jeune avec une femme menue, tous deux riant sur ce qui semblait être un sentier de randonnée. Elle avait été ravissante, aux yeux pétillants et au sourire communicatif qui semblait bondir hors du cadre. « Ma femme, Marie », dit le capitaine Harris en suivant son regard. C'était dans le parc national d'Acadia, environ 1 an avant son diagnostic. « Elle était charmante », répondit Jason. « Elle était extraordinaire. » Il tendit à Jason une tasse fumante. « Nous avons été ensemble pendant 23 ans, et je me surprends encore à lui parler au moins 1 fois par jour. »« Comment faites-vous » La question s'échappa avant qu'il ne puisse en mesurer les implications. Faire quoi? Parler d'elle, se souvenir d'elle, n'est-ce pas? Il chercha le mot juste. Écrasant. Le capitaine Harris réfléchit, tournant sa tasse entre ses mains. Parfois. Mais Marie disait que le chagrin n'est que l'amour sans lieu de résidence. J'ai découvert que partager les souvenirs permettait à cet amour de trouver un endroit pour exister dans le monde. La simplicité de sa réponse fit se serrer la poitrine de Jason. « Mon père est en train de mourir », déclara-t-il brusquement. Le capitaine Harris hocha la tête. « Je sais. Je ne l'ai pas vu depuis 15 ans. Puis-je vous demander pourquoi ?» Personne ne lui avait jamais posé la question directement. Les gens en ville connaissaient des fragments de l'histoire ou étaient trop polis pour s'en enquérir. Il était... Jason s'arrêta, réalisant qu'il n'avait jamais eu à l'exprimer auparavant. Compliqué, brillant au travail, charmant en public mais à la maison. Il secoua la tête. Il avait une façon de vous rendre invisible, surtout si vous le déceviez. Et j'avais toujours l'impression de le décevoir. Le capitaine Harris ne remplit pas le silence de platitude. Il attendit simplement, laissant ses mots s'installer entre eux. Après la mort de ma mère, cela a empiré. Il est devenu plus autoritaire, plus critique. Quand je lui ai finalement tenu tête durant ma dernière année d'université, il m'a dit que j'étais mort pour lui. Alors je suis parti, et depuis, j'ai été mort pour lui. Il tenta un sourire. Apparemment, les hommes mourants deviennent sentimentaux, car maintenant ils me demandent. « Oui, vous ne voulez pas y aller. »« Je ne sais pas ce que je veux, » admit-il, se surprenant par son honnêteté. Une partie de moi voudrait lui dire exactement ce que son absence m'a fait. Une autre partie veut simplement préserver la distance que j'ai tant lutté pour maintenir. « Et une autre partie ?» demanda doucement le capitaine Harris. Jason détourna le regard. « Une autre partie se demande s'il y a quelque chose que je n'ai jamais compris. Un morceau manquant. » En quittant le bureau du capitaine Harris 1 heure plus tard, Jason sentit quelque chose changer en lui, comme si une porte longtemps rouillée avait été entr'ouverte, laissant entrer un souffle d'air frais. Reynolds, l'infirmier de nuit de l'unité de soins palliatifs, avait des yeux bienveillants sur un visage sérieux. Il paraissait s'attendre à ce que Jason se présente au comptoir, comme si son arrivée était à la fois surprenante et inévitable.
Il vous a demandé ?» dit Reynolds en le conduisant dans le couloir silencieux. Surtout la nuit, quand les médicaments le rendent plus ouvert. « Ma sœur est-elle ici ?» Madame Statham est partie il y a environ 1 heure. Elle vient tous les jours après le travail. L'information piqua plus fort qu'elle ne le devrait. Anna, la fille dévouée malgré tout, toujours meilleure que Jason pour faire ce qu'il faut, même si cela lui coûtait cher. La chambre 412 était faiblement éclairée, l'équipement médical projetant des ombres sur le mur. Thomas Statham avait toujours été une présence imposante. 2 mètres de hauteur avec de larges épaules et une voix tonitruante, capable de faire taire une pièce. L'homme dans le lit était une version diminuée, la peau tendue sur des pommettes autrefois ciselées plutôt que creusées. Jason resta dans l'embrasure de la porte, incapable de s'approcher davantage. « Vous pouvez lui parler » encouragea Reynolds. « Louis est souvent le dernier sens à disparaître. Je vous laisse de l'intimité. » Seul avec son père, Jason se força à s'approcher du lit. La respiration de Thomas était laborieuse, sa poitrine se soulevant et s'abaissant de façon irrégulière. Ses mains, autrefois assez fortes pour fendre du bois, assez délicates pour panser les écorchures de son enfance, restaient immobiles sur la couverture blanche. « C'est Jason », murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Je suis là. » Aucune réponse, juste le bip régulier du moniteur cardiaque. Il ne savait pas ce qu'il attendait, un réveil dramatique peut-être, ou un signe qui reconnaissait sa présence. Il s'assit dans le fauteuil à côté du lit, étudiant le visage qu'il avait hanté pendant des années. Dans le sommeil, la dureté avait laissé place à une douceur sur ses traits. Il discernait des traces du père qu'il avait adoré enfant, l'homme qui lui avait appris à faire du vélo, qui avait lu « Bonne nuit, lune », avec des voix différentes pour chaque personnage. « Je ne sais pas pourquoi je suis venu », chuchota-t-il. « Anna m'appelle depuis des semaines. Je continuais à penser que je pourrais laisser faire, sans te revoir. » Les moniteurs bipaient régulièrement. « Tu te souviens quand j'avais 10 ans et que tu m'as emmené naviguer sur le lac? Juste nous deux. Tu m'as laissé prendre le gouvernail. Et quand j'ai dirigé notre embarcation vers cette zone de nénuphars, tu ne t'es pas fâché. Tu as ri. » Sa voix se brisa. « C'est le père que je voulais garder dans ma mémoire, pas celui qui a regardé ma lettre d'acceptation à l'école supérieure en me demandant pourquoi je n'avais pas choisi un meilleur programme. Pas celui qui... Jay. » Le surnom rauque sur des lèvres fendillées le figea en plein milieu de sa phrase. Les yeux de Thomas étaient ouverts, embués par les médicaments, mais fixés sur son visage. « Tu es venu, » murmura-t-il. Quelque chose se brisa en lui. Un barrage qu'il avait bâti des années auparavant, maintenant en ruine sous le poids de sa reconnaissance. « Je suis venu, » admit-il, les larmes coulant sur ses joues. Sa main se déplaça légèrement, les doigts se déroulant en une invitation. Jason hésita, puis posa sa paume contre la sienne. « Je suis désolé, » dit-il, chaque mot étant un combat. « Tellement désolé, Jay. »« Pourquoi ?» demanda-t-il, ayant besoin de l'entendre le dire. Ses yeux se fermèrent brièvement, puis s'ouvrirent de nouveau avec effort. « Pour tout, pour ne pas t'avoir vu, pour ne pas t'avoir vraiment vu. » Ce n'était pas suffisant, cela ne pourrait jamais être suffisant pour effacer 20 ans de douleur. Et pourtant, Jason sentit quelque chose changer en lui, une spirale serrée commençant à se délier. « Anna, » murmura-t-il, « elle t'expliquera. La lettre, dans mon bureau. » Sa main se crispa brièvement, puis se relâcha alors qu'il sombrerait de nouveau dans le sommeil. Jason resta immobile, la confession inachevée de son père suspendue dans l'air entre eux. Le lendemain matin, en arrivant chez son père, Jason trouva déjà Anna, entourée de boîtes en carton et de dossiers Manila. « Tu es là, » dit Anna, la surprise se lisant dans sa voix. Elle avait l'air épuisée, son apparence soignée habituelle défraîchie. « Je ne pensais pas que tu viendrais. »« Je suis allé le voir hier soir, » admit Jason en entrant dans le bureau qui sentait encore le tabac de pipe de leur père, malgré des années d'abandon. L'expression d'Anna s'adoucit. « Bien. C'est... bien. Comment allait-il » ? À peine conscient, mais il m'a reconnu. Il a mentionné une lettre dans son bureau. Anna hocha la tête, se dirigeant vers le bureau à tiroir antique qui avait appartenu à leur grand-père. « Je l'ai trouvée ce matin. Elle t'est adressée. » L'enveloppe qu'Anna lui tendit
était jaunie par le temps, scellée mais chiffonnée au coin, comme si elle avait été manipulée maintes fois sans jamais être envoyée. L'écriture au premier plan était indubitablement celle de leur « Mère, maman a écrit ceci ?» Apparemment, papa l'a gardé toutes ces années. Les doigts tremblants, Jason brisa le sceau et déplia la lettre à l'intérieur. « Mon cher Jason, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus et que ton père a enfin trouvé le courage qui m'a toujours fait défaut. Il y a des vérités que tu mérites de connaître, des vérités que j'aurais dû partager il y a des années. La distance de ton père, son incapacité à te connecter avec toi de la même manière qu'il le fait avec Anna, n'a rien à voir avec un quelconque défaut de ta part. La faute est la nôtre, à cause du secret que nous avons gardé avant même ta naissance. Thomas n'est pas ton père biologique. » Le monde bascula sous les pieds de Jason. Il agrippa le bord du bureau, conscient d'Anna, qui planait anxieusement, à proximité. Avant d'épouser Thomas, j'aimais un autre homme, David Reynolds, un étudiant en master comme moi. Quand il est mort subitement d'un anévrisme, j'ai été dévastée et enceinte de toi. Thomas, qui avait toujours été mon ami, a proposé de m'épouser, pour donner à mon enfant, toi, son nom. J'ai accepté, convaincu que nous pouvions bâtir une famille sur l'amitié et des objectifs communs. Nous avions décidé de ne jamais te le dire, croyant que cela ne ferait qu'apporter de la douleur. Mais à mesure que tu grandissais, la ressemblance avec David devenait indubitable, non seulement dans ton apparence, mais dans ton intensité silencieuse, ton amour pour la poésie, ta manière de voir le monde. Thomas a essayé, Jason, mais chaque fois qu'il te regardait, il voyait l'homme que j'avais aimé en premier, et cela créait une distance qu'il ne pouvait combler. Ce n'est pas une excuse pour la façon dont il t'a traité. Juste, un contexte, j'espère, qui t'aidera à comprendre. Tu méritais mieux de nous deux. Tout mon amour, maman. Jason leva les yeux, la vision embuée par les larmes. Tu le savais? Anna secoua la tête. Pas avant la semaine dernière, papa me l'a dit quand les médecins ont annoncé qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Il voulait que je l'aide à retrouver la lettre. Pourquoi ne me... l'a-t-il pas dit lui-même? Je pense... Anna hésita. Je pense qu'il avait honte, pas de toi, de lui-même, de la façon dont il a laissé son insécurité empoisonner votre relation. Jason s'affaissa dans le fauteuil, en cuir de leur père, la lettre serrée dans sa main. Tout devient clair maintenant. La façon dont il me regardait parfois comme s'il voyait quelqu'un d'autre. Comment il ne pouvait jamais... Il ne put finir. T'accepter, compléta doucement Anna. Je suis désolé, Jason. J'ai toujours pensé qu'il me favorisait parce que j'étais plus comme lui. Je n'avais jamais réalisé que je n'étais pas vraiment son. Non, dit fermement Anna, s'agenouillant à côté du fauteuil. Tu es mon frère, rien ne change cela. À cet instant, en regardant dans les yeux d'Anna, si semblables à ceux de leur père, Jason ressentit une vague inattendue de compassion. Pour Anna, qui avait passé des années à essayer de combler le fossé entre père et frère, pour leur mère, qui avait emporté ce secret dans sa tombe, pour Thomas, qui avait élevé l'enfant d'un autre homme sans jamais pouvoir aimer, cet enfant comme le sien. Même pour lui-même, le garçon qui n'avait jamais compris pourquoi il ne pouvait obtenir l'amour inconditionnel de son père. « Il y a encore plus, » dit doucement Anna. « Papa a une boîte de lettres et de photographies. De ton père biologique, il a tout gardé. » 3 jours plus tard, Thomas Statham mourut paisiblement dans son sommeil. Jason n'était pas à son chevet, il était assis en tailleur sur le sol du salon du capitaine Harris, entouré de photographies d'un jeune homme avec ses yeux, son menton, son amour pour Emily Dickinson. Il était poète, dit-il au capitaine Harris en lui montrant une collection publiée des œuvres de David Reynolds. Maman avait conservé ses critiques dans des magazines littéraires. Il était apparemment brillant. Le capitaine Harris examina la photographie. Tu as son sourire, pas seulement sa forme, la façon dont il commence dans les yeux. Le service commémoratif fut modeste, mais bien fréquenté. Jason se tenait aux côtés d'Anna, pendant que les citoyens influents de Lake Ridge partageaient des histoires sur la générosité de Thomas Statham, sa vision pour la communauté, son dévouement à l'hôpital. Aucun d'eux ne connaissait l'homme compliqué derrière la façade publique. L'homme qui avait aimé sa femme assez pour élever l'enfant d'un autre homme, mais pas assez pour aimer cet enfant comme le sien. Lorsqu'arriva le tour de Jason de prendre la parole,
Il s'avança vers le podium avec des pas assurés. Mon père était un homme complexe, commença-t-il, affrontant les regards curieux de ceux qui savaient qu'il avait été éloigné de Thomas pendant des années. Il m'a appris que les gens ne sont jamais entièrement bons ou entièrement mauvais, que nous pouvons blesser ceux que nous aimons tout en les aimant, que nous pouvons échouer envers quelqu'un et mériter néanmoins le pardon. Depuis le premier rang, le capitaine Harris lui lança un regard d'encouragement. Au final, ce qui importe, ce n'est pas le temps. Perdu, mais la vérité enfin partagée. Thomas Statham n'était pas parfait, mais il m'a donné la vie à sa manière, et dans ces derniers jours, il m'a rendu une partie de moi que je ne savais pas manquer. Après le service, alors, que le soleil d'automne ait tiré de longues ombres sur le cimetière, le capitaine Harris marcha à ses côtés, une présence rassurante au milieu de son chagrin. « Que feras-tu maintenant » demanda-t-il en atteignant sa voiture. Jason regarda vers l'horizon où les arbres s'embrasaient de couleurs d'octobre. « Je vais découvrir qui je suis, je suppose, maintenant que je sais d'où je viens. » « Et ton enseignement ? Je retournerai à l'école la semaine prochaine. Mes étudiants sont à mi-parcours de « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Ils ont besoin de moi pour comprendre pourquoi c'est important. Le capitaine Harris sourit. « Et leur parleras-tu de la complexité, de la manière dont les gens peuvent être à la fois imparfaits et dignes de compassion ? Je crois bien que oui. » Il se tourna pleinement vers lui. « Voudrais-tu dîner demain ? Je fais une lasagne décente. »« J'aimerais beaucoup. » Alors qu'il s'éloignait, Jason sentit le poids de la lettre de son père dans sa poche, pas plus léger exactement, mais transformé, comme l'eau qui avait été de la glace trop longtemps, commençant enfin à couler.